personnes vont prendre la parole pour parler de sujets qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. J'aurais demandé de ne pas parler de moi, parce qu'il y a des limites à la mégalomanie, mais de parler de choses qui ont compté dans ma vie. Et d'abord remercier mon père qui est venu de France, pas spécialement pour cette soirée, mais qui est quand même là, et c'est un effort. Et donc mon père, le grand rabbin Blum, m'a notamment appris un grand principe, celui de Derech Eretz Kadma la Torah. Et je voudrais lui demander de nous expliquer en quelques phrases ce principe de vie. Ça va ? C'est pour ça qu'il m'a demandé. Bon, finalement, petit coup, je vais demander Torah et Derech Eretz. Dire, mon cher Michael, que tu as été élevé ou que tu as vécu dans un lieu imprégné du principe de Torah et Derech Eretz, ce n'est pas tout à fait exact. C'est quelque chose d'approximatif et je vais essayer de le préciser en quelques mots. J'ai essayé moi-même d'être fidèle dans ma pratique, dans mon mode de vie, à l'exemple de mes parents, mes grands-parents, qui étaient des juifs alsaciens, religieux, de stricte observance, comme on disait autrefois, selon l'orthodoxie alsacienne inspirée d'Allemagne. Elle était certes, cette orthodoxie alsacienne éclairée était certes dans l'esprit du rabbin allemand de Francfort Samson Raphaël Hirsch, de Francfort sur le Main, mais pas seulement. Et elle était aussi, d'après l'exemple d'une vingtaine de rabbins alsaciens qui avaient étudié au séminaire Hildesheimer à Berlin. Et je cite parmi eux Ernest Weil, le plus éminent d'entre eux, célèbre par son Shulchan Aruch abrégé, œuvre originale en français, qui a aussi créé la Yeshiva de Strasbourg avant-guerre, puis s'est exclamé après-guerre. Et je rappellerai aussi au moins le nom du rabbin Joseph Bloch, qui est l'auteur de la Tefila et de la Haggadah que tous les anciens connaissent, et mon grand-père Max Guggenheim. Il y avait d'autres rabbins orthodoxes en fait qui ont influencé l'Alsace, à part les disciples de Samson Raphaël Hirsch et ceux du séminaire de Berlin. On retient en Allemagne 3 familles de rabbins, c'est facile de le retenir, parce que si on connaît l'alphabet, le début, A, B et C, il y a les Auerbach, les Bamberger et les Karlebach. Et il y a bien des nuances entre les divers courants du rabbin orthodoxe allemand et alsacien. Hirsch, contrairement aux autres, par exemple, avait créé les Austrittgemeinde, je traduis les communautés séparées de la grande communauté. Ce n'était pas le cas des autres rabbins qui, certes, n'allaient pas prier dans une synagogue où il y avait l'orgue, ce que ma famille ne faisait pas non plus, mais ils étaient membres très engagés dans la grande communauté. Le point commun entre les différents courants orthodoxes, c'était, de ces courants orthodoxes allemands et alsaciens, c'était l'engagement dans la cité et surtout l'appréciation positive de la culture générale, l'adoption évidemment de l'habit occidental, comme l'a exprimé Samson Raphaël Hirsch dans ses œuvres, comme les 19 lettres, ou Chorev, ou son monumental commentaire de la Torah. Il n'y a pas de différence de nature entre le Kodesh, ce qui est sacré, et ce qu'on appelle le Chol, le profane, qui ne traduit pas comme ça. Il n'y a pas de culture profane, il y a une culture neutre qu'on a le devoir religieux d'étudier, en laissant cependant la priorité à la culture de la Torah. Hirsch a repris la phrase de la Mishnah, la formule Torah im derech eretz, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comme la double adhésion à la culture et à la pratique de la Torah, avec la culture générale, avec les valeurs de la vie séculière, la vie en société, en tant que bon citoyen. Aucune culpabilisation si on passe du temps à voir et pratiquer un métier, ou si l'on étudie de la science ou de la littérature. Mon grand-père, qui était rabbin, non seulement, comme ses collègues, a préparé une thèse à l'université
par exemple sur le texte arabe du commentaire de la Mishnah de Maïmonide, mais il récitait beaucoup de Goethe, de Schiller ou de Kant, et il avait plaisir à aider les enfants non juifs du collège de Buxwiller, où il était rabbin, à faire le devoir de mathématiques. Les juifs pieux alsaciens étudiaient le Talmud et Rachi pendant leur loisir, c'est-à-dire le temps qu'il leur restait par le travail, mais ils n'avaient pas honte d'être médecins, commerçants, professeurs d'université ou de lycée. Devant le danger d'assimilation et de dissolution du judaïsme par l'émancipation, l'orthodoxie insistait sur la nécessité d'ajuster la société et la vie aux obligations de la Torah et non adapter la Torah à la vie moderne. Le Torah im derer eretz, TID, T-I-D-E, ce n'est pas exactement moderne orthodoxe, ce n'est pas Bar Ilan, ce n'est pas non plus Torah ou Mada, il y a des nuances sur lesquelles je n'ai pas le temps, on ne me laisse pas le temps de développer. Le judaïsme orthodoxe alsacien était rigoureux dans la pratique, mais ouvert sur la société, complètement étranger, d'une part, à l'exaltation du chassidisme, et aussi étranger à l'austérité des mitnagdim, leurs adversaires d'Europe de l'Est. Le judaïsme alsacien montrait qu'on peut être juif pratiquant sans être toujours triste. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est très important d'avoir l'air triste si on veut avoir l'air pieux. Par ailleurs, Samson Raphaël Hirsch n'insiste pas du tout dans ses livres sur la notion du châtiment que l'on risque d'avoir si on n'est pas pratiquant. Certes, dans la pratique des yékés, on a des principes, les yékés c'est le juif allemand, on a des principes rigoureux. On se tient par exemple aux horaires stricts, des offices, à la précision dans la conservation des moindres minagim, des moindres usages et de la nécessité de l'ordre. Mais il faut savoir que le seder, c'est une notion pas seulement allemande, c'est une notion très juive. Ce n'est pas un défaut allemand, s'opposant aux horaires souples des juifs israéliens ou autres, qui croient qu'on est pieux parce qu'on fait perdre du temps aux gens en commençant par exemple le mariage avec 2 heures, 3 heures de retard. Tenir les horaires, au contraire, c'est être fidèle à la halakha, à la loi juive, qui nous enseigne qu'il y a un horaire pour tout. Il y a un horaire pour dire le Shema, pour brûler le Hametz avant Pessah, pour faire entrer Shabbat, etc. Il y a des horaires. Donc c'est la halakha qui demande qu'on respecte les horaires et l'ordre. Encore un mot pour dire que la théorie de Hirsch, ce n'est pas une kula, ce n'est pas la voie de la facilité que d'avoir un métier, une culture générale, d'observer la Torah, d'avoir une culture générale et aussi que bien connaître la Torah. En réalité, la voie de Samson Raphaël Hirsch, Torah im derer eretz, c'est une chumra, c'est la voie la plus difficile. Elle a été honorée jusque dans la dernière génération. Je voudrais citer comme un seul exemple que Bernard et Marie-Anne Picard, et Shalom, auquel mon cher Michael, tu as consacré un livre trop méconnu. Encore un mot pour dire que Samson Raphaël Hirsch et les autres rabbins orthodoxes allemands insistaient autant sur la yashrut, l'honnêteté dans tous les domaines, autant que sur la kashrut. C'est pour ça que la revue importante de Samson Raphaël Hirsch s'appelait de manière significative Yeshurun, de la racine Yachar, ce qui est droit, ce qui est juste, et Yeshurun, qui était aussi le nom du si regretté mouvement éducatif de jeunesse juive orthodoxe alsacien du XXe siècle. Le mot de Hirsch, le mouvement de Samson Raphaël Hirsch, qu'on a appelé la néo-orthodoxie juive, affirmait aussi l'existence d'une mission qu'Israël aurait à accomplir auprès des nations, une leçon d'universalisme dans la lignée de Mendelssohn et de Maïmonide. Et je vais m'arrêter là.